The new LinkedIn Hiring Pro can't undo your last hire. The lone wolf, who you thought was a good collaborator because you didn't have the right candidate insights. But once you hired them, it was all hoarding info, declining meetings, and howling at the full moon? But LinkedIn Hiring Pro can go deeper than just the resume to find you a perfect fit. By using insights from the LinkedIn Network to give you a short list of best fit candidates. Hire right the first time with LinkedIn Hiring Pro. Post a free job today at linkedin.com/quality. Bienvenue, chères personnes abonnées à votre 22e épisode spécial. Aujourd'hui, je réponds à 5 questions reçues. La première, c'est celle de Marc-Antoine. Marc-Antoine m'écrit « Salut, j'espère que tu vas bien. J'ai découvert ton podcast à la suite du partage d'une connaissance de l'épisode 50 le 7 novembre. Eh bien, depuis, j'ai terminé d'écouter les 52 épisodes. Merci beaucoup. Je voulais écouter tous les épisodes pour te poser une question me disant que tu y répondrais peut-être. À moins de l'avoir manqué, je ne crois pas que tu l'as abordé. Probablement parce que tu ne sais pas ta situation du tout puisque tu es déjà propriétaire. Je me demandais, je cotise 20% par paye nette à mon CELI depuis presque un an, quand j'ai lu Unshakable de Tony Robbins, donc inébranlable. Je suis entrepreneur et je me verse un salaire de 67 000 par année pour maximiser ma cotisation au RRQ. Est-ce que c'est un bon move? Ma vraie question est la suivante. Je vais fouler ma cotisation à mon CELIAP d'ici la fin de l'année avec les dividendes que je vais me verser. Ma conjointe et moi, on pense acheter dans les 3 à 5 prochaines années. Mon CELIAP est ouvert chez Desjardins, puisqu'encore indisponible sur Disney à l'époque. Desjardins offre présentement 5% temporairement, je crois. Est-ce que je devrais le garder là-dedans puisque c'est safe et que j'en aurai bientôt besoin? Sinon, où est-ce que je devrais l'ouvrir et comment le placer pour ne pas le sortir à perte quand j'en aurai besoin? Merci 100 fois. Donc, Marc-Antoine ne m'a pas écrit en novembre 2024, il m'a écrit en novembre 2023. Donc, ça fait plus d'un an de ça, un an et quelques mois. Donc, vous voyez que j'ai un peu de retard dans mes questions. C'est pour ça que j'essaie d'ajouter. Mais en gros, avant de vous donner ma réponse à Marc-Antoine, je vous rappelle que ce genre de questions-là, du risque à prendre selon l'horizon de temps, la répartition d'actifs à prendre selon l'horizon de temps, j'en discute un peu plus en détail dans l'épisode 116. Sinon, l'épisode 116 n'existait pas à l'époque, donc ce que j'ai répondu à Marc-Antoine, c'est « Salut, merci pour tes bons mots, mais surtout d'avoir boosté mes stats d'écoute depuis 2 semaines, donc du 7 novembre au 21 novembre. Marc-Antoine avait écouté 50 épisodes, donc je suis bien content qu'il ait apprécié tous les contenus des épisodes. En effet, ce n'est pas le genre de questions que j'ai réfléchi du point de vue personnel parce que je suis déjà propriétaire, mais j'en ai jasé beaucoup avec des personnes auditrices et des amis. Habituellement, on vise un horizon de 3 ans pour pouvoir prendre un peu plus de risques dans ses placements, idéalement 5 ans. Dans votre cas, vous êtes sur la frontière. Là. Donc, actuellement, avec les taux élevés, au moment où Marc-Antoine m'écrit, des FNB comme Cash.to sont merveilleux, donc pas la peine d'aller avec du risque pour un horizon à court terme. Là. Mais là, il me parlait de 5% Desjardins pour combien de temps? Peut-être pendant 3 mois. Si c'est le cas, il faut regarder les autres options offertes pour tenter d'avoir un peu de rendement sur 3 à 5 ans. Peut-être un FNB 2080 à voir. Donc, honnêtement, c'est difficile pour moi de guider Marc-Antoine là, quand je ne connais pas les produits offerts par Desjardins pour le CELIAP. Si tu étais sur Disney, je pourrais te guider. Mais là, je disais que je le guidais pas mal sans aucun radar à l'époque. Donc, tous ceux qui ont ce genre de questions-là, c'est pas une question facile, là, mais en même temps, sur 3 ans, je serais plus safe que l'inverse, moi, plus sécuritaire. Le véhicule fiscal proposé avec le CELIAP est déjà avantageux en soi, donc je ne pense pas que ça vaut la peine de prendre des risques supplémentaires, surtout pour l'achat d'une maison. Mais je vous rapporte encore une fois l'épisode 116 où j'en discutais plus en détail avec les horizons de temps là, de 1 à 11 ans et plus. Enfin, je rappelle que ce n'est pas des conseils ce que je dis là. Il peut consulter un professionnel pour être certain. Et je disais surtout bravo pour sa discipline financière avec son CELI et le RRQ qui, selon moi, c'est un bon move de le remplir. En fait, d'aller chercher 67 000 de dividendes pour avoir accès au RRQ. Donc, bonne soirée à toi, Marc-Antoine. Question 2, c'était Marc. Donc, même avec de bons rendements, les FNB tout en 1, comme VEQT et XEQT, sont très jeunes. Donc, ils ont peut-être 3 à 5 ans d'existence au moment où Marc m'a écrit. Qu'est-ce qui arrive lorsqu'ils sont fermés ou interrompus pour une raison quelconque? J'imagine qu'on aurait des préavis. Est-ce que c'est possible qu'ils soient intégrés à d'autres fonds ou convertis ou vendus? Est-ce que leur existence est protégée tant qu'il y a des détenteurs d'actions, de parts? Bref, ça me semble jeune comme produit et espérons qu'ils vont durer dans ces conditions-là, donc qualité de rendement et frais de gestion, pour pouvoir continuer le mode on ne se casse pas la tête en investissant et être un petit peu ignorer en fait nos placements en utilisant ce véhicule-là qui est super passif, indiciel et efficace.
Ma réponse à Marc, c'est la fermeture d'un FNB est plutôt rare comparativement au fonds commun. Cependant, il faut comprendre que le FNB possède des actions qui ne leur appartiennent pas. Ces actions sont aux investisseurs comme toi et moi. Donc, si tu ne les vends pas, tes actions sont encore dans le FNB et si le FNB ferme, les actions vont être liquidées et tu vas recevoir un montant d'argent. Donc, les actions à l'intérieur du FNB valent quand même ce que les entreprises sous-jacentes valent. Elles ne sont pas liées à l'entreprise qui possède le FNB. Donc, les revenus générés par la vente des actifs qui vont rester, soit les actions, vont être distribués aux investisseurs, donc toi ou moi, après le paiement des frais et des dettes du fonds, le cas échéant, le sillon des dettes. Donc, en gros, si le FNB ferme, tu vas recevoir habituellement l'argent pour les parts que tu possédais. Dans le cas d'un FNB indiciel tout en un, c'est impossible que la valeur des actifs sous-jacentes tombe à zéro, à moins que le monde s'écroule. Donc, je ne serais pas inquiet de ce côté-là, surtout avec des gros joueurs comme Vanguard et BlackRock. Tu es toujours propriétaire des parts dans le FNB, mais au lieu de gérer toutes les actions toi-même, c'est le FNB qui le fait pour toi. J'espère que c'est plus clair, mais comme je rappelle souvent, moi, quand j'investis dans des FNB, j'y vais avec des gros joueurs comme Vanguard, BlackRock, BMO, et non des FNB mystérieux puis sombres dans des compagnies que je ne connais pas. Question numéro 3, c'était Marc encore qui me disait dans le cas de FNB avec des dividendes, si j'ai acheté une quantité lorsque mes REER et CELI ont été transférés à la mi-novembre, ainsi que mon CRI il y a quelques jours, donc dans son cas, c'est VEQT, XEQT, VFV et QQC, que je ne connais pas, est-ce que j'aurai droit au même pourcentage de dividendes que tout le monde le 31 décembre, où les dividendes vont être versés selon la proportion du temps que j'ai été investi dans les actions? Donc, par exemple, si j'ai été là un mois sur 12, est-ce que je reçois juste 1/12e du dividende? Si oui, il dit que ça semble injuste parce que certains pourraient acheter des FNB 3-4 jours avant le dividende et profiter pleinement de celui-ci. Il se demande s'il y a des règles de durée de détention minimum pour avoir droit au dividende. Par exemple, tu vas l'avoir au moins pendant 3 mois. J'ai dit que ça peut varier un peu, mais dans la grande majorité des cas, il y a une date qui est bien identifiée. Donc, si tu possèdes les actions avant cette date-là, donc exemple, un mois avant le versement, tu as le droit à tout le dividende, peu importe que tu l'aies acheté tes actions un jour avant la date limite ou 59 jours avant celle-ci ou 3 ans avant. Par exemple, pour Mediface, au moment de répondre à Marc, la date du dernier dividende était le 7 novembre 2023. Donc, pour profiter de ce dividende-là, je devais avoir acheté les actions avant le 17 septembre 2023. Toutes les actions achetées après seraient ex-dividend date, qui disent en anglais, c'est-à-dire qu'elles ne permettraient pas de profiter du prochain dividende, mais juste de ceux dans le futur, donc des prochains dividendes par la suite. Il paraît que ce n'est pas avantageux de tenter de profiter des dates de dividendes parce que le titre s'ajuste au fur et à mesure. Donc, par exemple, le titre va descendre après la date limite pour le dividende et remonter tranquillement jusqu'au prochain dividende, mais je n'ai pas vérifié cette information-là. Question 4, c'est Roxane. Elle me dit « Bonjour, j'ai une question. Est-ce que c'est conseillé de placer des sous dans plusieurs FNB ou juste dans un FNB, c'est correct? » Par exemple, je pensais mettre des sous dans VEQT, dans ZSP et aussi SPI, mais en comparant les graphiques, ces trois-là ont la même courbe depuis les 5 dernières années et en effet, ils suivent tous le même indice, le SP500. Peut-être que si je veux placer dans les plusieurs FNB, je serais mieux de choisir des FNB qui ne suivent pas le même indice. Qu'est-ce que tu en penses? Merci une fois de plus à l'avance. Donc, j'ai dit, en gros, Roxane, tu as répondu à ta question toute seule. Si tu investis dans quelque chose comme VEQT, c'est déjà très large et diversifié. Donc, si tu veux surpondérer un des indices dans VEQT parce que tu y crois plus, par exemple, le SP500, tu peux mettre 80% dans VEQT et 20% dans VFV. Mais sinon, ça ne sert à rien de reproduire des indices similaires dans plusieurs FNB différents juste pour faire semblant qu'on diversifie davantage alors que finalement, tu es dans les mêmes titres boursiers. Et enfin, question 5 qui vient de David, il me dit « Alors que les marchés ont atteint des records et qu'il est risqué d'investir sur un prix peut-être trop élevé, pourquoi ne pas opter pour un FNB à haut dividende du genre TUHY, qui est à 6,60 %? C'est un fonds très peu risqué avec un dividende presque aussi élevé que la moyenne du SP500 dans les dernières années. Qu'est-ce que tu penses de cette stratégie d'investissement-là? » J'y répondais « Salut David, peut-être que la stratégie se tient, mais pour moi, c'est du market timing, puis c'est pas ce que je fais dans ma stratégie. J'essaie pas de prédire quoi que ce soit, j'investis juste une fois par mois, puis c'est tout. Le marché va toujours atteindre des records historiques, ça ne veut pas dire que ça va toujours redescendre. En fait, l'historique de la bourse montre que c'est le contraire. Est-ce que ça peut planter cette année? Peut-être, mais peut-être que non aussi. Le problème avec les produits de dividendes élevés comme TUHY, sans cibler celui-là, mais j'en ai parlé dans l'épisode 90, mais cet épisode-là est sorti après ma réponse à David.
Le problème, on l'a vu, c'est qu'on reçoit des dividendes, mais on perd du gain en capital parce que ces produits-là vont monter souvent très peu ou moins que les autres indices qui suivent, en fait, moins que les autres FNB qui suivent le même indice. Donc, à long terme, on est non seulement perdant dans les rendements, mais on est perdant aussi fiscalement. Si vous voulez plus de détails, allez voir l'épisode 90. Et aussi, quand on essaie de timer le marché, bien là, on voit que David m'a écrit en novembre 2023 et on aurait été perdant de quitter les marchés boursiers en actions avec le SP500 depuis fin 2023. Donc, c'est pour ça que je vous dis toujours, il ne faut pas essayer de timer le marché. Peut-être que ça aurait été l'inverse. Peut-être que j'aurais répondu ça à David, puis je me serais rendu compte en ce moment, en enregistrant en 2025, qu'il aurait dû quitter le marché boursier, quitter le SP500, mais on ne peut pas prédire ça, on ne le sait jamais. Donc, c'est ce qui conclut l'épisode d'aujourd'hui. Je vous remercie pour votre soutien habituel. On est rendu à plus de 150 personnes abonnées, c'est malade. Et j'espère que vous allez être avec moi mardi prochain pour le prochain épisode régulier. Ciao, ciao! Meet the new iCIMS, the single talent acquisition platform that's fully future-ready. It works wherever and however you hire, with insights no one else offers. One solution that fits seamlessly into your existing tech stack, which is why IT and HR leaders trust it. With the best of enterprise-grade software and AI, iCIMS helps you identify and secure the right talent faster. iCIMS, powering exceptional hiring. Learn more at iCIMS.com.